Que serait notre conscience sans inconscient? La psychanalyse est-elle la seule forme de thérapie? Que veut-on dire quand on parle de pulsion? Dans quel cadre parlons-nous de transfert? Branchez vos synapses et entrez dans l'interface pour apprendre à penser psycho. Une émission proposée par Lucie, Mostafa et Alexandra, étudiants en psychologie clinique. Donc dans la psychose, on peut retrouver quelque chose plus dans l'oral, dans l'oralité, dans la tétée du bébé qui revient, où il essaye de, de contenir et de se contenir. C'est un moment d'oralité parce que pendant la phase orale, c'est là où la fonction contenante de la mère doit être opérée. Pendant la tétée, et là je suis très flou dans ce que je dis parce que je suis sur du Sicone là et du Bion. Ça dépasse un peu l'enseignement qu'on a reçu du coup. Non mais je m'enseigne moi-même à coups de bâton. Dans la psychose, il y a une recherche de quelque chose qui va contenir et quelque chose qui va symboliser. Donc on va s'adresser à des drogues qui vont essayer de contenir et de symboliser, donc des downers et de l'hallucinogène pour s'approprier encore plus ces hallucinations et essayer de les comprendre. Je peux donner mon cas que j'ai cité tout à l'heure. C'est un patient qui est en abus de substances et ces substances augmentent ses hallucinations auditives. De ce fait, il en prend de plus en plus et il boit et il consomme du cannabis à côté, et tout en sachant que ça va augmenter ses voix. Moi, je l'ai interprété comme une façon de se les approprier, de s'approprier des parts clivées de soi-même. C'est une interprétation, il y en a plusieurs, j'ai émis plusieurs hypothèses. Mais en soi, ça va résonner avec ça. Les problématiques narcissiques état limite, c'est des problématiques... Comment expliquer? C'est des problématiques construites autour d'une faille narcissique, sur des problématiques d'abandon, sur des problématiques d'attachement. Mais en même temps, ça reste quand même très flou parmi les chercheurs en psychologie. Et quand on lit, suivant déjà le professeur qu'on a, ça existe ou ça n'existe pas, les états limites. Suivant du coup le courant dans lequel on est, pareil, c'est remis en question. C'est pour ça que c'est très flou de pouvoir donner une définition de ce qu'est l'organisation état limite. C'est compliqué vu. Si vous avez entre 10 et 30 ans, regardez dans le miroir, vous verrez un état limite. Parce qu'on est connu comme la génération état limite, une génération qui ne sait pas forcément gérer ses émotions, qui ne les accepte pas forcément. Une génération qui souffre beaucoup de problématiques d'abandon, d'angoisse d'abandon, et dans ces problématiques, on a une tentative de restitution de certains avatars narcissiques comme l'avatar maternel, l'avatar de soi, qui sont des constructions narcissiques complètes, mais en soi, dans la construction qu'on en a, il y a une faille, il y a une blessure. Donc la drogue viendra, ou alors essayer d'éviter le contact avec les émotions, essayer de symboliser les émotions qui sont en train d'être clivées. Et là encore, ça dépend du cas, c'est du cas par cas. Peut-être que c'est trop compliqué, vous pouvez nous demander des clarifications. Ça peut prendre plusieurs polarités et d'un patient à un autre, ça vient faire effet différemment. Donc ça, c'est nos interprétations là-dessus. Parce qu'on dit un truc que je voudrais discuter, c'est qu'on dit un patient narcissique, c'est un patient imbu de lui-même. Non. C'est juste un stéréotype. Oui, il y a des patients comme ça. Mais en fait, quand on parle de problématique narcissique, c'est pas quelqu'un qui a un but de lui-même, c'est quelqu'un qui a une faille narcissique, qui a un problème narcissique. Et parfois, le mécanisme de défense qui accompagne, c'est une surestimation de soi-même devant l'autre ou quoi, mais
ça tourne autour d'une faille. Mais en fait, encore une fois, il y a plein de mécanismes qui peuvent être en jeu parce que on peut voir du coup le narcissisme avec Narcisse, concrètement, celui qui s'aime, celui qui veut s'épouser, celui qui se trouve complètement génial. Quoique, il y a un podcast sur France Culture qui revoit le mythe et qui voit que c'est pas forcément ça, donc on peut mettre le lien en description si vous voulez l'écouter. Parce que France Culture, ils font des bons podcasts aussi qui sont très intéressants à écouter. Mais voilà, du coup, narcissisme aussi, il y a le côté où on se dévalorise parce que justement on a cette faille narcissique-là et que on a été un objet décevant peut-être, ou on a eu l'impression d'être un objet décevant et donc du coup on a l'impression de décevoir tout le temps et donc pour éviter de décevoir, je dirais, on se rabaisse pour être sûr de ne pas décevoir. Comme si on prévenait les gens que de toute façon c'était pas la peine. Donc maintenant qu'on a un peu exploré les psychopathologies, mais c'est un peu compliqué d'en parler, peut-être qu'on fera un autre épisode pour réexpliquer tous ces concepts. On fera sûrement les psychotes sur les différentes psychopathologies qui sera un peu plus clair. Et vous pourrez vous appuyer dessus pour comprendre cette partie sur les pathologies. Maintenant, on peut parler du modèle ordalique. Le modèle ordalique qui est un modèle qu'on a beaucoup vu en psychologie de la santé, mais qui reste quand même clinique dans sa nature. C'est un modèle de mise à l'épreuve du corps et du psychisme, où ça rejoint l'épreuve d'Ordalie de s'il n'est pas mort, il n'est pas coupable. S'il est mort, il est coupable. On se met à l'épreuve soi-même. C'est le modèle d'Ordalie qu'on le trouve dans les tentatives, les prises de risque des jeunes, par exemple, adolescents ou jeunes adultes qui peuvent marcher sur un pont en équilibre sur le bord, des actes qu'on sait être hyper dangereux et que pourtant on les réalise quand même. C'est un peu de cet ordre-là qu'on se dit, si je tombe, c'est un peu le jugement de Dieu, quoi. Je l'ai mérité. Voilà, c'est que c'était voulu. Ça revient beaucoup dans la problématique adolescente, ce genre de cas où c'est une problématique ordalique. Et si je devais rapprocher d'une structure psychopathologique, je saurais pas où la classer en fait. Mais je pense que ça peut atteindre tout le monde parce que il y a cette remise en question là de la vie et du corps à l'adolescence. Ça peut toucher toutes les structures et c'est là où on voit dans l'adolescence où on voit l'émergence de consommation de drogue, d'addiction avec substance, sans substance. C'est vraiment très lié, je pense, à cette période de la vie qui est toujours très instable et pas souvent bien vécue, puisqu'il faut tout réorganiser à l'intérieur de soi. On n'est plus enfant, mais en même temps, on n'est pas adulte. On est pris entre deux feux. C'est une période assez compliquée et c'est pour ça qu'on y voit beaucoup l'émergence de conduites à risque et de prise de drogue, du coup, qui font partie des conduites à risque. Ouais, ça vient aussi avec le rapport du corps, un corps nouveau qu'on découvre, qui nous semble parfois étranger, qu'on essaie de s'approprier ou pas, et on prend des substances dans ce sens-là. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est certains auteurs parlent d'une structure psychopathologique, une organisation psychopathologique toxicomane ou addictive, comme entité psychopathologique à part entière. Alors c'est discuté au sein de la communauté scientifique et psychanalytique où certains reconnaissent l'existence de cette organisation, d'autres la réfutent et on parle au sein même de chaque psychopathologie, ce qu'on a fait par exemple là, parce que déjà c'est le plus simple pour nous et c'est ce qu'on comprend le mieux. On se positionne pas encore personnellement. Oui, d'après ce que j'ai appris jusque là, je me positionne plutôt du côté qui dit que ça fait sens dans chaque psychopathologie, mais j'en connais clairement pas assez. À vrai dire, je sais pas non plus, je pense que ça reste à débattre. Très difficile de prendre position quand même en psychologie sur certains points, en tout cas pour moi, je trouve, parce que, à mon sens, tous les points de vue sont intéressants et apportent quelque chose. L'idée de voir une structure addictive, une structure, qu'on se construise addict, ça peut faire sens finalement, mais tout en dépendant du coup de ce qu'on connaît de la psychanalyse avec la construction de l'Oedipe et peut-être que la dépendance peut se créer là et se construire et on peut, je pense, avoir une structure qui demande à être dépendante quoi que soit l'objet en fait et qui peut changer de dépendance sans conséquence tant qu'elle est dépendante de quelque chose. Et à ce niveau-là, alors peut-être que oui, on peut avoir une structure spécifique addictive. Après, c'est vrai que je pars toujours du principe, moi, que ça fait sens en fonction du sujet et du coup de la subjectivité.
parce que en tout cas, c'est ma position depuis que j'étudie la psychologie, c'est que tout a un sens pour le sujet qu'il le vit, même si le sens ne lui est pas révélé consciemment, même si c'est pas forcément très prégnant pour lui, il y a toujours un sens et c'est inhérent à la personne qu'on a en face de nous, et le même trouble, la même addiction n'aura pas forcément les mêmes causes, n'aura pas forcément les mêmes effets, ça dépend de beaucoup trop de choses. Mais en soi, moi personnellement, quand je parle d'organisation psychopathologique, j'en en parle pas certes séparément des unes des autres. Dans la continuité de ma pensée, parce qu'il y en a qui disent tu peux être que psychotique, que névrotique ou que narcissique. Moi, je trouve que c'est du bullshit parce qu'on voit chez des psychotiques quelque chose de névrotique qui se joue, chez des narcissiques quelque chose de psychotique. C'est selon comment on est sollicité à ce moment-là, parce qu'on a les 3 psychopathologies, on a une qui est dominante au sein de chacun d'entre nous, mais on a les 3. Donc si on prend l'addiction comme organisation psychique, là on peut peut-être parler de coexistence entre l'organisation addictive et les autres organisations psychopathologiques. Mais en soi, ça fait beaucoup de bordel dans un seul esprit, et l'apprendre un peu comme plugin, comme logiciel ajouté, plutôt que comme software, comme Windows, comme version de Windows, c'est plus facile que de prendre 2 versions de Windows sur un même ordi. Moi qui parle d'informatique, qui l'aurait cru. On n'y croit pas. Qui aurait cru? Ouais, c'est difficile quand même je pense, de réfléchir sur la question. Je pense que, en tout cas, pour moi, mon niveau est insuffisant pour vraiment pouvoir réfléchir à ce... On a le droit d'avoir une opinion, on a le droit d'y réfléchir. Oui, c'est sûr. Mais mon opinion, elle serait pas formée sur quelque chose plus de réfléchi, du coup. Ce serait plus... Bah, c'est sûr qu'on a besoin de beaucoup plus d'expérience, Ouais. mais là c'est bien le principe du podcast, on donne notre comment on pense la psycho en tant que L3, l'année prochaine ça va être en tant que M1, l'année d'après ça va être en tant que M2, et après en tant que psychologue. On espère. On espère, oui, et vous verrez la progression de nos idées. Si jamais on se rend compte qu'on a dit une bêtise, on reviendra dessus, et puis voilà. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on pense, c'est comment on raisonne, c'est comme ça qu'on raisonne, et s'il y a du nouveau, on vous l'apportera plus tard. Donc je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait aborder. Oui, je pense aussi. J'espère que l'épisode vous aura plu, que l'écoute vous aura intéressé, et on vous dit à la prochaine sur Pensée Psycho.